Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur l'eau et sa prise en compte dans le bâtiment. Donc, je suis Chloé Cariello, en charge des sujets d'aménagement durable au sein d'Envirobat Occitanie et je vais animer ce webinaire aujourd'hui. Donc, ce webinaire est organisé dans le cadre des vendredis du bâtiment durable, du plan bâtiment durable Occitanie, donc qui est piloté par l'ADREAL, l'ADEME, le plan bâtiment durable national et la région Occitanie. Et ce plan est animé par Envirobat Occitanie. J'en profite également pour remercier l'Agence de l'eau Adour-Garonne qui nous soutient pour nos actions sur le sujet de l'eau. Et donc en guise d'introduction, juste rapidement déjà pour vous présenter Envirobat Occitanie, si vous ne connaissez pas l'association. Donc Envirobat est un réseau de professionnels du bâtiment et de l'aménagement et un centre de ressources en région Occitanie qui a pour but de réduire l'empreinte environnementale des quartiers et des bâtiments en Occitanie. Alors pourquoi nous avons choisi d'aborder le sujet de l'eau aujourd'hui? Eh bien, nous sommes de plus en plus touchés par la diminution de la quantité de la ressource en eau et on le voit enfin, particulièrement depuis l'été dernier. Donc nous avons voulu à travers ce webinaire re-questionner nos usages de l'eau au quotidien et vous montrer des retours d'expérience de bâtiments réalisés qui ont pris en compte cette rareté de la ressource par des usages et des aménagements simples et envisageables. Donc, pour vous exposer, les enjeux actuels concernant le bâtiment vis-à-vis de l'eau, nous avons invité Yves Perret, architecte poète, qui vous les présentera, ainsi que des retours d'expérience de bâtiment. Et donc sa présentation, en fait, il va présenter les enjeux de l'eau et en même temps vous présenter des retours d'expérience. Donc ça va durer à peu près 40 minutes. Et ensuite, Fabienne Couton et Claire Ege de la Borde Goris présenteront l'habitat participatif de Penjat à Auch, pour lequel les consommations d'eau ont été fortement réduites grâce à leur engagement et à des aménagements frugaux. Donc, leur présentation durera environ 20 minutes après celle de Yves Perret. Si vous souhaitez poser des questions aux intervenants, posez-les directement dans le chat de Teams. Donc, c'est la petite conversation que vous avez, la petite icône conversation. Et je vous donnerai la parole à la fin des présentations pour que vous puissiez les poser de vive voix. Et donc, il faudra à ce moment-là juste réactiver votre micro et vous pourrez poser directement votre question. Donc, bon webinaire à tous. Yves, je te laisse lancer ton diaporama et commencer en te présentant. Voilà, l'image, voilà. Vous avez l'image ou pas? Alors, ça arrive. Non, ça n'arrive pas. Alors, Il faut que vous fassiez partager en bas. voilà, c'est bon là? Normalement, ça devrait être bon. Ouais, là, c'est en train de charger, oui. Ouais, c'est bon. Très C'est bien. bon? Oui. Ok, voilà, merci. Bonjour à tous. C'est toujours difficile de parler à un écran, mais on va essayer de faire au mieux. Donc, je vais vous proposer d'abord une espèce de promenade parmi les questions de l'eau, sachant que son économie, au sens d'en utiliser le moins possible dans les projets, doit être accompagnée d'une pensée générale de l'eau qui nous amène à revisiter aussi bien les VRD que la plomberie, qui a été inventée il y a un petit peu plus d'un siècle et sur laquelle on fonctionne encore, curieusement. Donc cette séance, si on peut dire, on va... Voilà, l'image passe là, ça défile. Merci. Oui. Donc, j'ai souhaité dédier ce travail aux sorcières qui ont été gaillardement brûlées par l'Inquisition à une certaine époque et qui continuent d'être mises out aujourd'hui par d'autres manières parce qu'elles sont nos grands-mères en basses énergies. Et je les accompagnerai des travaux de Theodor Schwenk, qui a démontré dans ses ouvrages la capacité créatrice de l'eau, quand elle est de qualité, créatrice de la vie, puisque précisément la vie émerge de l'eau, et il faut rappeler au passage que nous sommes de l'eau, et que si les architectes et aménageurs diversifiés s'occupent de l'eau extérieure,
les médecins et les psychologues s'occupent de l'eau intérieure et que ces deux eaux sont les mêmes et qu'elles s'alimentent l'une l'autre réciproquement. Et la détérioration de l'eau extérieure correspond aussi à la détérioration des eaux intérieures et à des problèmes donc de santé physique et de santé mentale. Les images que vous avez à l'écran sont celles de Theodor Schwenk s'amusant dans sa baignoire, sur laquelle il avait posé une poudre pour rendre visibles les mouvements de l'eau quand on déplace un corps dans un liquide. Donc ça vous donne des figures tout à fait étonnantes qui doivent d'ailleurs vous rappeler des tas de choses du vivant et qui sont finalement quelque part nos origines. Rappelons au passage que nous sommes une planète d'eau et que, à ma connaissance, sur Terre, il n'y a que des îles, puisque la définition d'une île, c'est une terre entourée d'eau. Donc, très difficile de trouver des terres qui ne soient pas entourées d'eau. Et le fait de cette ignorance dans laquelle nous nous sommes mis, de ne jamais considérer que tout le monde, y compris le plus loin de la mer, est en situation maritime, conduit à ce que vous savez, la création du 6e continent de plastique, ici et là, dans le Pacifique, mais aussi dans la Méditerranée. Donc cette chose-là, dans nos projets, se traduit par des éléments architecturaux absolument sinistres, puisque finalement, tout ça a comme corollaire le fait d'avoir réduit l'eau à une espèce de service mis à disposition. C'est bien pratique, on en est d'accord, sauf que si l'eau est nécessaire à tout établissement humain, il est bien évident que ce genre de disposition me semble architecturalement assez nulle si elle est techniquement efficace. On ne peut pas en disconvenir. En tout cas, la pénétration de l'eau dans nos constructions, l'eau dans nos aménagements n'est pas traitée architecturalement. Et c'est assez renversant, puisqu'il y a eu des époques quand même où, soi-disant, on était un peu plus bête. Vous savez, c'était ancien, où on était un peu stupide, et où on faisait ce genre de choses que vous avez sur cette photographie, avec ce petit angelot naïf crachant de l'eau, prise en amont sur le ruisseau, et dont le trop-plein retourne naturellement en aval dans le ruisseau, avec cette exigence-là que finalement le ruisseau soit propre. Ce qui, au passage, nous, on fabrique, vous savez, des réservoirs de récupération d'eau qui libèrent du plastique, des plastifiants dans la flotte, qui n'exposent pas l'eau au rayonnement ultraviolet du soleil, etc., qui réduisent l'eau à un nombre de qualités extrêmement faibles et en tout cas à un type d'usage unique et auquel finalement les oiseaux ne peuvent pas contribuer. Donc, si vous voulez, comme on est très intelligent, on fait le barrage de Génissia où on bloque complètement le Rhône sans avoir pris en considération des choses tellement simples que l'eau n'est jamais chimiquement et physiquement pure et que cette impureté, au sens des sables, graviers, limons qu'elle transporte, est évidemment aussi important que les saumons qui remontent ou ne remontent pas pour sa qualité. Donc à l'époque où on était stupide, on faisait des moulins avec un bief qui prélevait, je ne sais pas si vous voyez ma souris, oui. Donc, avec un bief voilà, avec une petite réserve amont, un petit barrage qui permettait d'avoir la différence de hauteur de niveau, la roue à aube et puis la restitution au courant, avec évidemment sable, gravier, rocher qui pouvaient continuer de circuler, alimenter les plages, n'est-ce pas, comme il se doit, puisque la plage est par définition un mouvement perpétuel de sable qui est apporté et qui s'en va, et que si vous coupez son alimentation, évidemment, vous avez des tas de problèmes
qu'il faut recharger les plages avec des camions, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, cette idée-là du tout ou rien, vous voyez, au barrage de Génissia, ce que vous voyez ici sur la droite, c'est simplement un trop-plein, hein. C'est pas, ça coule pas en permanence, hein. Ben voilà, ça stocke net tout ce que l'eau trimballe utilement et qui ne peut plus passer le barrage. Donc, à l'autre niveau, si on détaille un peu, vous voyez ici la photographie d'une goutte d'eau qui tombe de haut, qui s'aplatit à cause de la résistance de l'air, qui se transforme en une espèce de petit parachute qui finit par augmentation de la vitesse par éclater et par faire des myriades de petites bulles. Ça s'appelle la nébulisation. Et évidemment, la nébulisation est extrêmement importante puisque c'est elle qui va interagir, comme lors des journées d'orage, avec la qualité électrique de l'air et qui va nous rendre l'air moins lourd, comme on dit. Vous savez, avant l'orage, on dit le temps est lourd, c'est pas que l'air est plus lourd, non, c'est juste que les polarités électriques de l'air ne sont pas adéquates pour notre respiration. On a ce ressenti de lourdeur, et que si, après l'orage, l'air est léger parce que les polarités électriques de l'air ont été remises dans le bon sens pour notre confort. Donc la brumisation de l'eau est une chose extrêmement importante dans comment dire, dans son économie, si on prend le mot économique au sens large, avec l'étagement ici de toutes les qualités que la plomberie doit prendre en compte, sur qualités sur lesquelles j'insisterai, qui sont d'une part le fait que l'eau est un bipôle électrique et que d'autre part, elle est sensible aux influences lointaines. Je vais vous montrer des expériences qui le mettent en évidence, qu'elle nous apporte. Là, vous avez un petit schéma qui montre en 1, 2, 3, etc. Considérez qu'un rond bleu est une molécule H2O voilà, entière. Une molécule H2O a un pôle plus, un pôle moins libre à chacune de ses extrémités. Et de ce fait-là, comme ça fait comme un aimant, n'est-ce pas, elles peuvent s'associer par 2, par 3, par 4, mais comme c'est par 5 y compris, mais comme à partir de 5, comme c'est des liaisons avec très peu d'énergie, ça finit, ça casse et ça peut guère aller au-delà de 5. Et si vous prenez les eaux d'un torrent ou les eaux d'une mare stagnante, vous aurez dans un torrent pratiquement exclusivement des eaux avec un nombre très élevé de molécules seul. C'est le profil ici qui est une eau de torrent, elle a ce profil-là, presque pas au fond des trous peut-être, quelques molécules associées par 5. Inversement, dans une mare, vous aurez très peu de molécules isolées et beaucoup de molécules liées par 5. Et puis dans l'eau courante, au sens où elle court plus lentement, vous aurez un sommet de groupement par 3, peu par 5 et peu isolé. Et je vous le donne en 1000, l'eau qui est adéquate à la consommation humaine et que nous avons dans notre propre corps, c'est de l'eau 3, où la configuration du milieu lent est dominante. Cette eau-là est plus difficile à ingurgiter, de même que l'eau stagnante, on s'en serait douté, hein, mais ces choses-là le confirment et sont importantes. Deuxième considération, si un jour à midi vous avez une éclipse avec la Lune qui passe devant le Soleil et que vous vous dites à 11 heures je brasse un verre d'eau, à 11h15 un autre, à 11h30 un troisième, à 11h45 un quatrième, à midi, etc., jusqu'à 13h15, et qu'après vous fassiez
la chose très simple que n'importe quel enfant d'école maternelle fait en mettant un petit coton dans une assiette et puis un petit pois ou un haricot ou une lentille et qu'il la fait germer, ben vous allez curieusement, si vous arrosez chacune de ces assiettes avec les eaux qui correspondent au quart d'heure que j'ai nommé ci-avant, vous aurez ce type de profil de germination, à savoir une force germinative de l'eau qui a été brassée lors de l'éclipse elle-même, bien plus forte que celle qui a été brassée avant ou plus loin après. Alors c'est des choses un peu sidérantes que d'ailleurs les biologistes sont en train de découvrir parce qu'on va vous dire que finalement c'est des connaissances de sorcières, mais les biologistes aujourd'hui sont en train de se rendre compte que par exemple les troncs d'arbres bougent avec la Lune, hein, se gonflent ou dégonflent avec les mouvements lunaires. Vous savez qu'en Autriche, les charpentiers autrichiens prennent le soin de mettre en place des bois lunés pour éviter les traitements chimiques, pour une raison très simple, enfin lunée sève descendante, lune descendante. Pourquoi? Parce que c'est aussi simple à comprendre enfin, c'est l'enfance de l'art. C'est simplement parce que bah, à ces périodes-là, il y a moins de sève et que on sait que dans les bois et qu'on sait que les insectes xylophages aiment l'amidon qui est dans la sève. Donc si vous mettez des bois chargés en sève, vous êtes cuit d'avance. Donc ça veut dire, tout ça étant assemblé, ces considérations-là prises, que si vous posez déjà avant de se dire on va utiliser moins d'eau, le problème de la fécondité de l'eau, c'est-à-dire pour avoir une planète peuplée d'arbres vivantes, fraîches, mouillées, ben déjà il faut travailler sur la qualité de l'eau et faire en sorte que, bah, par exemple, virer toutes les descentes d'eau pluviale, les remplacer par des gargouilles, nébuliser un max, supprimer tous les regards dégueulasses dont d'ailleurs la plupart du temps le couvercle est cassé, pour avoir des systèmes hydrauliques un petit peu plus intelligents au sens de la vitalité même de l'eau et avec une eau qui ne se charge pas en passant de plastifiants, en passant dans des tubes PVC, hors du rayonnement solaire, etc. Il faut revisiter et réavoir. Je veux dire, si par exemple vous traitez l'eau d'un gymnase de cette façon-là, ben non seulement l'association de pêche vous demande si elle peut y mettre des poissons, mais vous exposez l'eau au rayonnement ultraviolet du soleil, vous la mettez dans le circuit des plantes, là, vous voyez, les nénuphars, etc. Et au passage, vous, vous protégez vos vitrages un peu fragiles en décourageant le passage, parce que bah voilà, pour atteindre les vitrages, il faut avoir des bottes. Donc, si vous voulez, là, vous êtes dans une école, c'est une école au pied des Cévennes. Bon, ben voilà, vous faites pas des descentes d'eau pluviale, vous faites des gargouilles. On va vous dire, les enfants vont se mouiller. Ben oui, l'eau, ça mouille. Il faut apprendre à se mouiller et savoir qu'à certains moments, c'est mieux de ne pas se mouiller quand il fait froid, quand il y a du vent, Mais si vous mettez les enfants au sec à plein temps, ben voilà, ils apprendront pas tout ça. Et le contact avec les éléments va devenir une espèce d'abstraction. Il est très rare d'avoir du feu, par exemple, dans une école, alors que l'apprentissage du feu est une chose absolument fondamentale, comme l'apprentissage de l'eau, comme l'apprentissage du vent, comme l'apprentissage de la terre, comme l'apprentissage de tout ce qui vit, qui est évidemment éminemment important. Il y a du vent, bah, c'est pas bien compliqué de mettre l'eau pluviale, de l'accompagner dans un V de bois à ciel ouvert. Vous allez tailler le support dans les buissons à côté, et puis on n'en parle plus. Donc ça veut dire que vous avez des matériaux qui craignent l'eau, la proximité avec l'eau, bah, vous éloignez l'écoulement, et
vous vous demandez comment je peux faire en sorte que le grand schéma que tout le monde a vu dans les livres de géographie, il est curieusement, en architecture en tout cas et pour les aménagements, amputé de toute une partie extrêmement importante qui sont les flèches bleu clair qui circulent dans les sols et qui aussi sur Terre, parce que certes la mer évapore la majeure partie de la fabrication des nuages, mais pas seulement, les arbres en évaporent une autre, hein. Les arbres sont faiseurs de nuages, et que cette chose évidente, avec des situations absolument magnifiques, voilà, une photographie d'un orage, qui sont très importantes de comprendre, sachant que pour un fleuve aussi, l'eau ne coule, il n'y a pas seulement l'eau visible qui se déplace, il y a l'eau invisible qui est dans la couche entre le fond du fleuve au sens physique et le fond de l'étanchéité au sens géologique, et que toute cette masse-là où le sol est dessiné d'une façon un petit peu plus claire, est évidemment très importante à prendre en considération parce que c'est là que l'eau se minéralise. L'eau de pluie qui a tombé se reminéralise en circulant dans les sols, et que vous savez que ben voilà, on peut pas s'alimenter avec de l'eau pure, de l'eau de distillation. Il faut qu'elle soit chargée d'un tas de choses qu'elle prend dans les sols. Et c'est pour ça que, par exemple, les réservoirs en plastique, hein, c'est quand même pas terrible, hein, que j'ai montré dans les diapos initiales. Donc, petit rappel sur le rôle des berges, qui sont les épurateurs de service, hein. Petit rappel sur les éléments autres, limon, sable, gravier, qui sont transportés et qui sont évidemment fondamentaux en même temps que la circulation de l'eau. L'idéal aujourd'hui, on vous dit, ça a failli exister pour la Loire, par exemple. Il y a eu une période, nous on y a combattu tout ça, où il était question entre le Mont-Gerbier-des-Joncs et l'estuaire, n'est-ce pas, de Saint-Nazaire, Nantes, de faire une digue de chaque côté pour plus avoir d'inondations. Mais c'est stupide parce que les inondations sont une richesse, puisque précisément les inondations, si elles sont douces, c'est-à-dire si les berges ont été traitées de façon à ce qu'elles restent douces, les inondations déposent sur les terrains des limons qui sont indispensables à l'agriculture. Donc, et avec en plus, quand vous faites des berges comme ça, le jour où ça va passer par-dessus bord, parce que de toute façon, un jour, ça passera par-dessus bord, ça sera une littérale catastrophe. Donc ça veut dire, si vous voulez, que ces choses-là, ces considérations-là, associées avec le vivant végétal, l'arbre, entre autres, est extrêmement important parce que l'arbre, qu'est-ce qu'il fait? Il aide à l'infiltration par ses racines, parce qu'il crée des chemins d'eau par les perforations du sol que ses racines exécutent, et il évapore quand il fait chaud. Donc c'est un amortisseur, équilibrateur absolument fondamental du cycle hydrique général dont on a besoin, et qu'évidemment, à force pendant un siècle de déplanter, de couper les haies, etc., au bout d'un siècle, on est dans la situation dans laquelle on se trouve, avec un système qui a été asséché. Donc, cet assèchement-là, on a besoin de rentrer dans une période de réhumidification généralisée, de reconstitution des milieux humides, de reconstitution des rigoles à ciel ouvert, de tout un travail de micro-aménagements et de macro-aménagements, de défonçage des digues le long des fleuves, de transformation des barrages pour d'autres conceptions, pour arriver à avoir un système hydrique à nouveau équilibré. Alors,
si on prend des exemples, je veux dire par exemple, ça c'est pas un puits, c'est un bassin percé. Il y a une gargouille ici qui récupère, je sais pas, là puisque c'est une photo hivernale, la neige une fois qu'elle est fondue, l'eau va couler, remplir. Ce bassin percé, il y a un petit trou en bas, gros comme plus petit que mon petit doigt, qui va faire que ce bassin se vide en 8-10 jours. Au lieu d'avoir des écoulements rapides, on va mettre en place des écoulements lents pour que l'eau qui sort dans un drain inversé devant cette construction-là se réinfiltre rapidement, enfin doucement plutôt, puisque la rapidité est l'ennemi de l'infiltration. Donc notre problème, c'est de ralentir l'eau pour qu'elle s'infiltre, parce qu'à force de vous goudronner partout, vous faites des rigoles bétonnés, vous faites etc. Et voilà, vous êtes dans la situation dans laquelle nous sommes. Autre exemple, vous travaillez naturellement dans vos projets, vous travaillez avec un sourcier, parce que moi, je ne sais pas trouver l'eau. Donc, par contre, on peut trouver des adresses de sourciers, ça c'est relativement plus facile. Vous êtes sur un terrain où les circulations souterraines d'eau sont comme l'indiquent les flèches bleues. Vous avez un programme qui impose, parce que les mouvements des courbes de niveau sont ainsi, de vous installer de cette manière-là. Eh bien, comment faites-vous? Ben, vous faites ça. C'est-à-dire que ce que vous ramassez en amont, vous le restituez en aval dans une rigole parallèle aux courbes de niveau, de façon à ce que l'eau ne court pas et se réinfiltre. Vous réinfiltrez ce que vous avez coupé en amont pour que vos bâtiments ne soient pas un barrage. Donc ça vous donne ce genre de truc. Avec sur le toit, bah, vous avez fait un terrain de jeu pour abeilles, évidemment, et que la fois prochaine où vous êtes sur un terrain inondable, on vous dit il ne faut pas construire sur les terrains inondables. Il y a que enfin, c'est bête comme attitude. On peut construire sur un terrain inondable en construisant comme si on était sur un terrain inondable. On ne se met pas dans les courants majeurs, évidemment. De même que s'il y a beaucoup de vent, bah, c'est pareil. S'il y a de la neige, on ne se met pas dans les couloirs d'avalanche. On se met à côté, mais on ne va pas se dire on ne construit pas parce qu'il y a trop de neige. Donc, ça veut dire ici, par exemple, terrain inondable au bord de la Loire, on connaît l'inondation, on sait les vitesses d'eau, ben, on calcule le bâtiment, le niveau de la crue centenale, c'est le niveau de l'escalier de secours. Le bâtiment est dessiné avec cet escalier de secours qui a une forme d'étrave pour écarter les caravanes et autres troncs d'arbres ou troncs bâcles qui vont au fil de l'eau. Et évidemment que l'eau des toits sont évacuées par gargouilles tout autour dans un terrain qui est un terrain de gravier perméable qui va retourner à la nappe absolument directement sans autre forme de procès. Donc on se retrouve avec ce genre de dispositions, avec des systèmes qui sont extrêmement importants. Ça s'appelle les doubles berges. Ça veut dire, un, les rives sont en pente douce. Ça, c'est la première condition. Deux, la deuxième partie en retrait avec 20 cm d'eau ici. Les gros prédateurs, brochets et autres bestioles de cet acabit ne peuvent pas passer. L'eau ici est plus chaude, donc je vous le donne en mille, automatiquement, toutes les bestioles viennent faire leurs œufs ici, et ça se réempoisonne à des vitesses que vous pouvez à peine imaginer. Les plantations s'installent seules, toutes seules, sans qu'il y ait rien à faire. Ça veut dire que si vous créez les conditions pour que la vie s'installe, la vie s'installe. C'est impressionnant. Un jour, en se promenant, on trouve une rigole comme ça, et comme c'était faite avec des galets, n'est-ce pas? Vous la voyez ici en coupe, vous la voyez ici en plan, qui allait être réparée, n'est-ce pas? C'est le progrès, hein, c'est bien connu, avec une rigole en béton et un chemin goudronné, n'est-ce pas? Et où on pourrait rouler à 100 km à l'heure et où on vous met un panneau limité à 30.
Donc vous dites, mais complètement débile. Donc cette chose-là, absolument magnifique, remplacée par un truc de béton, etc. Si vous comparez les mouvements de l'eau ici en coupe dans cette rigole et dans celle-là, ici, vous espérez que le maçon a fait un joint mal foutu de façon à ce que l'eau soit un petit peu agitée lors du joint. Mais si vous avez la malchance d'avoir un bon maçon, ça va être lisse comme un toboggan et l'eau va circuler à grande vitesse, etc. Ne pas se réoxygéner, ne pas se remettre en mouvement, ne pas vivre tout simplement. Donc, ça veut dire, si par exemple vous êtes sur un terrain où il faut absolument protéger, ne pas fuir, bah, au moins, à minima, vous faites des ressauts, à minima, ou vous faites des ondulations, de façon à ce que l'eau, quand elle circule, passe alternativement dessus et dessous dans les mouvements que ces ondulations impliquent. Mais en tout cas, vous ne tirez pas au cordeau le truc, parce que bah, c'est une erreur totale. Vous êtes sur un projet, vous avez la chance d'avoir une nappe phréatique très près de la surface, et ben vous vous en servez pour faire une usine à frais, n'est-ce pas, qui va vous permettre de faire baisser les températures de votre bâtiment l'été. Vous mettez à jour, vous faites des berges douces, etc. Et les bestioles arrivent. Incroyable, incroyable. Donc, vous êtes dans un bâtiment qui est, voilà, là c'est un départ en promenade pour les gamins qui doivent se laver les mains, soit en partant, soit en revenant. Bah, vous commencez l'épuration, vous la commencez derrière le lavabo, avec un trou dans la dalle, avec la terre et des plantes qui vont commencer la digestion de l'eau à l'intérieur de votre bâtiment, qui vont faire humidificateur pour le, le- l'espace dans lequel c'est installé. Bah, vous amenez la lumière qu'il faut pour que les plantes fonctionnent et vous utilisez évidemment exclusivement des savons biologiques et vous avez à l'extérieur de l'eau dont le traitement a commencé. Vous inventez au passage. Alors, vous voyez, par exemple, ces dessins-là, ils ont 30 ans, on n'a pas encore réussi à en faire une seule. Hein. C'est une salle de bain où il y a un seul robinet double, chaud-froid, et un seul siphon. Et bien, simplement pour faire admettre qu'on peut faire diminuer le nombre de robinets d'une construction, c'est très, très compliqué. Parce qu'il y a des blocages culturels énormes sur lesquels il faut travailler pour faire comprendre aux gens qu'on peut avoir le même confort avec moins de matériel. Parce qu'il y a l'économie de l'eau, mais il y a aussi l'économie du matériel qui est tout aussi, qui est son symétrique et pendant. Et par exemple là, ça c'est pareil, une idée qui a à peu près 30 ans, commence à faire les premiers projets avec ça aujourd'hui qui sont des éviers à deux trous, c'est-à-dire des éviers qui fonctionnent partant du principe que sur l'égouttoir, vous avez de l'eau qui est propre. Eh ben, au lieu de la baigner avec l'eau sale dans les siphons, vous faites un circuit spécial qui va permettre quand vous lavez votre salade avec une cuvette, de jeter votre eau de salade qui est à peine chargée de la terre, de la racine de la salade, dans cet endroit-là, et d'aller arroser à l'extérieur des plantes ou voilà, des choses qui ont besoin d'être arrosées. Donc il y a des tas de choses comme ça qui sont tout à fait possibles, qui sont juste une petite revisite vite fait de la plomberie dont nous sommes héritiers, inventée dans des pays où il y a beaucoup d'eau, alors qu'on sait qu'on aura bientôt dans le sud de la France le climat d'Alger. Donc voilà, vous faites une salle de bain, bah vous dites, alors, par exemple, ça c'est des propositions qui ont été faites, elles n'ont pas passé, hein, c'est-à-dire des propositions où vous faites une salle de bain avec un seul robinet.
le même pour la douche et le même pour le lavabo, fait par le potier au passage, évidemment, parce que franchement, travailler avec des catalogues, c'est pas très drôle, et c'est plus marrant de travailler avec le potier ou la potière du coin. Et que dans l'école, bah, vous voyez, vous avez eu, j'ai montré une disposition d'une certaine nature dans une des diapos précédentes, et là, vous vous retrouvez la même chose avec voilà, le système d'épuration du savon qui commence immédiatement derrière le lavabo. Pied de façade, vous allez quand même pas faire un radiateur au pied de la façade en goudronnant, n'est-ce pas? Comme dans la cour de l'école voisine, le goudron qui vient jusqu'au pied de la façade sud, vous êtes sûr voilà, d'avoir des problèmes. Donc, bande plantée, bande montante qui va fabriquer un rideau de fraîcheur, d'humidité, par la simple présence de choses qui coûtent quelques euros quand vous la plantez et qui, très vite, hein, si vous avez mis le bon sol, au bout de très peu de temps, au bout d'un an ou deux, vous avez ça, quoi. Donc, vous voyez, par exemple, ça, c'est un immeuble de bureau à Clermont-Ferrand, 4 étages, façade végétale, pleine terre, hein, pas de trucs compliqués avec des pompes et des machins et tout ça. Façade, vous voyez la coupe, là, bac sans fond pour que si les racines doivent descendre à 10 mètres pour pouvoir monter à 10 mètres, eh ben, il n'y a naturellement pas de fond. Et vous vous retrouvez, pour vous donner une idée, sous le climat de Clermont-Ferrand, ça monte d'un étage en un an. En 4 étages, en 4 ans, vous êtes au sommet. Donc, voilà, protection solaire ouest. Ça, c'est 1 an de croissance dans une petite mairie à côté de chez nous, ici. Ça, c'est une idée pour une usine dans une zone industrielle, parce que vous allez quand même pas faire travailler les gens sous de la tôle avec les climats que nous avons aujourd'hui, quand même. Vous avez quand même aperçu des choses sur ce genre de sujet. Donc, les piles sont des grands pots de fleurs, n'est-ce pas? Pleine terre aussi, hein, les racines peuvent descendre aussi bas qu'elles veulent, avec des fils tendus qui permettent d'avoir un couvert végétal sous lequel vous installez le couvert d'étanchéité. Donc, voilà quelques quelques idées pour dire que si par exemple, je vous montre juste sur ce crobard d'études de concours, là, qui sont d'ailleurs des planches de rendu de concours, hein, on, les points d'eau, bah, c'est fait comme ça parce que c'est plus rigolo de faire comme ça que de mettre du matériel industriel avec des gens dont vous savez qui font de la publicité, ils pourrissent les paysages avec des panneaux 4x3, ils spéculent en bourse, etc., etc. Donc c'est bon, quoi. Donc là, et puis l'eau après, évidemment, on peut jouer avec. On peut s'amuser, etc. Parce que la parcimonie de son utilisation, comment dire, l'intensité de son utilisation au sens où vous faites ce qu'il faut pour que ça arrose, pour que ça s'humidifie, pour que ça percole, pour que ça s'infiltre, pour que ça, etc., que ça vive, que ça fabrique du vivant, rien n'empêche, au contraire, c'est une condition même de s'amuser avec, puisque vous savez que l'eau change les couleurs, les avive, fait des reflets avec la lumière et tout ça, et que vous pouvez vous amuser avec ces éléments-là, aussi bien juste le reflet ici comme ça, que juste une présence d'une bassine quelque part. Ça, c'était un endroit muséographique sur les arts, ou bien sur un pont dont vous vous êtes attaché à vous voyez, le dessin des piles, c'est juste
un ovale qui permet de ne pas perturber les crues, le passage des crues, n'est-ce pas, dans le courant, et puis d'avoir un bilan carbone pour le pont sympathique par l'utilisation des éléments de proximité. Ça veut dire qu'à partir de l'eau, vous avez aussi une poétique possible, poétique qui peut être, comment dire, génératrice, évocatrice de formes, d'identification, de dispositions structurelles, d'empilement d'imaginaire entre les technologies de ma grand-mère, les technologies de mon père en béton, et puis mes technologies à moi en fibre, qui vont s'agencer les unes par rapport aux autres pour que la grand-mère puisse emmener son petit-fils et que les différentes générations aient des choses à échanger. Donc ça vous donne, si vous voulez, des perspectives comme ça qui sont aussi bien des perspectives liées à la physique de l'eau qu'à la puissance poétique de l'eau. Il suffit de parcourir un peu la littérature sur le sujet pour s'apercevoir de cette importance, mais ça peut être aussi au cinéma, ça peut être aussi de tas d'autres lieux de production artistique qui sont évidemment tous aussi importants. Un recueil d'eau pluviale, c'est pas forcément un truc architectural, une corvée, on peut en faire quelque chose. Par exemple, là, le chéneau, c'est l'occasion d'inventer du lamellé-collé, cloué, décalé, qui va faire la berge. Ici, pour cette mairie, vous avez bossé avec le sourcier du coin, qui est ni plus ni moins que le directeur des services techniques, n'est-ce pas? Et qui trouve les tuyaux de la commune juste avec sa main au-dessus des sols, hein, quand on n'a pas fait quand les plans de recollement à l'époque n'ont pas été faits. Donc c'est assez rigolo, quoi, voilà, de mettre à jour tout ça et de travailler sur. Naturellement, ça se voit pas, hein. C'est-à-dire que comment vous vous installez pour pas perturber les circulations d'eau souterraine, ça se voit pas. Vous pouvez pas le prendre en photo. Donc, comment vous pouvez installer dans la salle du conseil municipal l'humidificateur, puisqu'on sait qu'on construit trop sec, hein. Donc, l'humidificateur, c'est un endroit où la dalle n'est pas jointe avec la végétation qui sont des pompes à eau. La végétation, c'est une pompe à eau qui va permettre d'humidifier cette salle-là. Là, vous avez le détail, la lumière en haut, la dalle interrompue, puis une grande fente qui passe alternativement dans la salle et hors de la salle devant l'entrée, où vous allez voir, vous voyez, par exemple ici, là, c'est de la terre, hein, il y a une espèce de petit pont devant cette porte pivotante qui permet d'entrer dans la salle du conseil pour voilà, faire ces humidifications. Ici, je vais vous montrer juste le détail de ça, là, qui est un système tellement stupide qui est celui-là. La mairie, n'est-ce pas, à la page, comme elle voit dans tous les livres qu'il faut faire de la récupération d'eau, ben elle vous dit, vous nous prévoyez un réservoir de temps par temps, de mètres cubes, machin. Nous, on leur dit, ben non, on va pas vous faire ça. On va pas vous mettre de réservoir parce que on a expertisé un peu votre terrain. On s'est rendu compte que sur votre terrain, il y avait des vieux puits qui ont été bouchés. Donc, on va les réhabiliter. Votre réservoir, vous l'avez déjà, il est sous vos pieds. C'est pas la peine d'en faire un autre. Et en plus, comme ce réservoir-là, il a la particularité de maintenir l'eau au frais, à 12-15 degrés, toute saison, on va en faire aussi une batterie froide qui va être sur la double flux et qui l'été va permettre de rafraîchir. On réinfiltrera le circuit de cette batterie froide à distance du puits de façon à ce qu'il y ait une filtration du retour, hein. On ne rejette jamais directement dans un puits, et que ici, vous avez, suivant les saisons,
on prend l'air dans une petite serre en haut, ou on prend l'air dans des buissons en bas. L'été, vous avez deviné déjà, l'hiver, c'est tellement simple que voilà. Donc, ça en train de se construire. Là, dans ce projet-là, n'est-ce pas, avec des zones sèches, parce qu'il ne faut pas mouiller non plus partout, hein. Comment on fait pour alterner des zones sèches comme celle-ci et des zones humides comme celle-là tout au long d'un bâtiment qui va permettre de faire... Vous savez qu'à l'aplomb d'un toit, rien ne pousse, donc vous ramenez l'eau de pluie, n'est-ce pas, par cette descente, plus ce chéneau qui a des trous, là ça se voit pas sur la photo, de toute façon est-ce que ça pisse tout le long sous le débord de toiture de protection solaire pour que la végétation pousse et avec des dispositions, là ça s'appelle un moine du point de vue hydraulique, hein, qui est un trop-plein de, de, de mares ou de réserves d'eau qui a le mérite de prendre l'eau au fond plutôt que d'avoir des trop-pleins en surface. Vous pouvez avoir des amortisseurs hydrauliques de ce genre-là avec, vous voyez, une surverse importante et un petit trou qui va permettre que ça descende ici en 8 jours. Orage, ça remonte. S'il pleut encore, ça passe par-dessus bord, n'est-ce pas? Et puis ça redescend gentiment pendant 8 jours. Comment calculer la grosseur du trou? Ben, c'est simple, par tâtonnement, hein. Vous commencez par un petit trou et puis vous regardez ce qui se passe. Si c'est pas assez gros, vous l'agrandissez. Voilà. Si vous l'avez fait trop grand, bah vous remettez un bouchon dedans et vous faites un petit trou ailleurs. Vous voyez, des amortisseurs. Je me permets juste de te couper pour te dire qu'il te reste juste une petite minute pour finir, Oh, pour qu'on ok, puisse passer à la présentation suivante. Voilà, merci. d'accord. Donc, voilà, pour vous dire que on peut s'amuser, vraiment, et avec, si vous prenez par exemple ce dessin-là, ici, ce projet, il est comme ça parce que l'eau dessous est comme ça. Donc l'arbre est à l'aplomb d'un cours profond, le puits récupéré, recyclé, disparu, goudronné est remis à jour, et vous vous retrouvez avec des dispositions bien connues dans les pays chauds. Vous vous retrouvez avec un transformateur végétalisé, parce qu'il n'y a pas de raison que ces organes-là aussi nous distillent de la chaleur, le pot dans le froid, la possibilité de pendre le hamac, la tonnelle, la ville avec, vous voyez, on part de là. Alors comment ne pas avoir chaud dans une ville comme ça, hein, franchement? Donc non, en fait, c'est comme ça. Et ce qui est important, c'est, voilà, c'est que il y a peut-être simplement une sensualité qui a disparu, une sensibilité qui a disparu, noyée par les tableaux Excel et par tout un tas de dispositions réglementaires qui ont perdu leur sens et qui sont simplement là pour faire le bonheur des assurances. Et que, voilà, tous ces gens-là nous inspirent, ma grand-mère comprise, pour faire quelque chose où la fécondité est la base. Voilà, terminé. Eh bien, merci beaucoup Yves, merci pour cette présentation. Donc là, c'était le temps des questions. Je vois qu'il y en a eu quelques-unes de posées dans le chat, mais on pourra y répondre directement. Marie Mayer, pour le coup, pour la question de la littérature sur le thème de l'eau, on a proposé des cahiers à lire justement avant ce webinaire, donc on pourra te répondre directement dans la conversation. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe à la présentation suivante. Donc de deux habitantes de l'habitat participatif Penjat à Auch. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent, vous pouvez toujours les poser dans le chat et puis on les relaiera à la fin de la deuxième présentation. Donc Fabienne et Claire, j'ai lancé le diaporama. Je vous laisse vous présenter et puis vous me direz pour faire défiler les diapositives. D'accord. Donc c'est vous qui faites défiler? Oui, c'est ça. D'accord, ok, merci. Bien, en fait, nous sommes, pour moi, Claire de la Borde. Et moi, Fabienne Couton. Habitante de l'habitat participatif du Penjat, dans le Gers, à Auch.
Voilà. Donc, notre projet, c'était une rénovation d'une vieille ferme pour en faire 7 logements. L'image suivante. Et donc, l'image suivante. Et en fait, on va vous témoigner de comment on a géré l'eau, voilà, sur le lieu et surtout dans notre quotidien. Donc, la ferme du Penjat, elle date de 1820. Nous, on en a fait l'acquisition en 2017. Au départ, elle était occupée par 3 habitants et 14 vaches. Il y avait un puits et 2 mares. Il y avait une adduction d'eau potable qui date des années 50-60. On n'a pas réussi à trouver exactement la date. Actuellement, de 3 habitants, donc on est passé à 20 habitants depuis 10 jours, puisqu'il y a des petites jumelles qui sont nées. On a gardé le même compteur d'eau potable et voilà. Donc pour nous, ça c'est important, parce que c'était un objectif, c'était de ne pas changer l'adduction d'eau et la capacité de, je sais pas comment on dit, voilà, des compteurs. On peut passer à la suivante. Donc notre enjeu, donc c'était là sur la question, on va vous parler de l'eau. Donc sur ce projet, en fait, on s'était donné l'ambition de faire une rénovation avec une réflexion et une mise en œuvre importante sur tout ce qui était isolation et des matériaux utilisés aussi. Donc on a fait une remise à neuf complète de tous les ouvrages avec la création de 6 logements, une pièce commune. Et on a fait des terrasses aussi qui sont à la fois de l'aménagement, mais aussi c'était aussi par rapport, pour certaines, l'isolation du soleil. Voilà. Ensuite, on a été accompagné, donc la SCA Penjat, donc c'est le groupe d'habitants, Marie Pirot, qui est une architecte d'Auch, qui était notre architecte sur le projet, l'entreprise Enéide, avec Jacques Lebar en ingénieur thermicien, et conseil sur les fluides, et Samuel Picot, qui est un artisan local, plombier, chauffagiste, qui nous a fait tout le conseil sur l'utilisation des fluides. Voilà, on a aussi participé à la démarche bâtiment durable Occitanie, donc ce qui nous a fait avoir un cahier des charges important, mais du coup qui a été un peu pour nous à la fois une contrainte, mais aussi c'était aussi pour nous un gage de réussite dans notre démarche sur ce qu'on voulait faire. Parce que comme on s'était engagé dans cette démarche, on était un peu contraint de respecter ce qu'on avait mis en place. On a été lauréat de NOWAT, du coup on a eu une grosse subvention de la région, et on a aussi participé aux offres du DD, on avait été lauréat dessus. La suivante, c'est moi. Donc, notre démarche en matière d'eau, c'était l'idée d'une sobriété la plus grande possible. Quand on habite à Auch, on comprend tout de suite que l'eau, c'est l'essentiel à préserver. Donc, on a cherché à économiser l'eau potable au quotidien. Et là où on a fait notre plus grande intervention, on va dire, c'est en mettant en place des toilettes sèches à séparation d'urine dans tous les appartements. Donc, on a des appartements à la fois en rez-de-chaussée au premier étage, et ce sont des toilettes sèches qui permettent, avec une séparation urine-matière fécale, qui permet d'économiser à la fois l'eau, mais aussi la sueur, qui sera à terme aussi, on va dire, un élément qui va manquer parce qu'il n'y aura pas de la sueur pour entretenir toutes les toilettes de tout le monde. Et au bout de nos 20 mois d'habitation ici, on se rend compte qu'en fait, le fait d'avoir installé une VMC à proximité du seau réceptacle des matières fécales permet d'avoir des toilettes sans aucune odeur. L'usage, donc l'urine rejoint la canalisation des eaux grises. Donc nous, on ne gère rien du tout avec ça et on vidange le seau toutes les 3-4 semaines, ce qui nous permet de faire des économies d'eau totales, c'est-à-dire qu'à on peut utiliser 3 cuillères à soupe d'eau pour rincer l'avant des toilettes et c'est tout. Et ensuite, les matières fécales, on les met dans des composts. Et donc, on répond à la demande du SPANC, qui est d'avoir un temps de maturation, non, peut-être pas, en tout cas de séchage des matières
de 2 ans. Donc, on a un compost en cours et un compost qui sèche. Et ensuite, nous, on utilise nos matières pour notre potager, évidemment. Oui, au bout de 2 ans. Et sur la slide suivante, on a opté aussi en matière d'économie, un assainissement en pédoépuration. Donc, toutes les eaux sont rejetées dans cet espace-là, qui est un espace planté. Si vous avez des questions techniques dans l'assistance, il y a Christophe Méroteau de Pierre et Terre, qui est le bureau d'études qui nous a accompagnés. Et donc, le filtre, l'eau est filtrée par le système de broyat et par les plantes. Et ensuite, le filtrat nous permet l'arrosage du verger qu'on a installé. En direct. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de transaction et passage d'eau. Voilà. Et donc, pour nous, l'important, c'était que notre sobriété en matière d'eau se fasse de façon, comme dirait Pierre Rabhi, que ça soit un art de vivre, c'est-à-dire que ça soit pas, que nos toilettes sèches soient quelque chose qui soit vraiment lourd à gérer. Et au bout de 20 mois, on se rend compte que clairement, c'est facile. Au début, on s'est dit, bon, on tente l'aventure, on va voir ce qui se passe. Mais on se rend compte qu'au quotidien, c'est pas quelque chose de difficile à gérer et difficile à vivre. Donc, une sobriété sans effort aujourd'hui. Et pour terminer, voilà des petits chiffres sur les consommations, c'est-à-dire que nous, on consomme 30% de la consommation moyenne selon le chiffre de l'INSEE, sachant qu'une chasse d'eau, c'est à peu près entre 5 et 9 litres d'eau, multiplié par le nombre d'habitants que nous sommes, c'est assez monstrueux. Et on est très fiers d'avoir réalisé ces économies-là. Et parallèlement, on a une récupération des eaux pluviales. Donc, on a des mares, on a des drains autour du bâtiment pour récupérer l'eau et pour alimenter cette mare qui est à la fois la réserve incendie et qui nous permet l'arrosage du potager qu'on a installé à proximité. Sachant que la photo de la mare que vous voyez là, c'est une photo qui a été prise 15 jours, 3 semaines après la création de la mare. On était encore en train de se poser la question, comment va-t-on remplir cette mare? Et il y a eu 2 orages et elle s'est remplie parce qu'il y a une grosse surface de toit. Actuellement, c'est une mare avec des plantes, avec des habitants. Enfin, ça ne ressemble plus du tout à ça. Des crapauds, des poissons. Qui sont venus tout seuls. Voilà, et si vous voulez quelques chiffres du chantier, on a donc 6 logements, on est tous propriétaires, on a un petit studio en locatif, et puis on a pour la vie professionnelle un local et aussi une salle commune pour l'activité des habitants. Et puis ensuite, je vous passe tous les chiffres, je vais pas lire tout ça, c'est pas... Il y a les photovoltaïques qui sont remarquées. Ouais, voilà. On est en autoconsommation sur l'électricité, mais ça n'a rien à voir avec l'eau. Voilà. Oui, on a une ambition, pas seulement sur l'usage de l'eau, mais après on est hors sujet, donc c'est pas la peine. Voilà ce qu'on pouvait vous dire, et évidemment, si vous avez des questions, si c'est technique, c'est pas moi, mais autrement, avec plaisir. Et sinon, vous avez évidemment le contact si vous avez des questions qui vous viennent un peu plus tard. Alors justement, du coup, on peut peut-être passer aux questions. Est-ce que parmi les participants, vous auriez des questions à poser? On a un petit peu de temps pour ça, donc n'hésitez pas. Vous pouvez lever la main ou intervenir. Alors, il y a une question de Fabrice. Est-ce que Fabrice, vous voudriez la poser directement sur les bols à séparation des toilettes sèches? Vous pouvez prendre la parole hein, si vous voulez. Je peux répondre, j'ai vu la question. Ouais. Les bols, en fait, c'est ce qu'on appelle les séparateurs. Oui, ça se trouve dans le commerce. Il y en a en céramique, il y en a en PVC, il y en a de différentes formes. Oui, ça se trouve. Maintenant,
Quand on a commencé, nous, il n'y avait pas des masses, mais maintenant, il y a plusieurs établissements, en fait, enfin, plusieurs personnes qui fabriquent ça, en fait. Oui. N'hésitez pas, hein, parmi les participants, si vous avez des questions. Sur les questions sur la pédoépuration, plus spécifiquement, vous pouvez les poser à Christophe, qui est dans l'Assemblée, qui répondra bien mieux que moi aux détails techniques, même si c'est un chantier accompagné qu'on a fait avec lui, mais bon, c'est quand même le spécialiste pour nous. Il y a eu quelques échanges dans le chat. Dominique, c'est bon? Alors, elle te pose du coup une question, Yves, sur les bureaux de contrôle et les assurances dans tout ça. Oui. Ben, nos projets sont assurés. Parce que l'intelligence et la bêtise est partout, dans les bureaux de contrôle comme chez les architectes. Donc, parfois, on tombe sur des gens intelligents, parfois moins. Voilà. Donc, et faut juste se dire que faut oser poser la question. Faut pas supposer que ça sera impossible, a priori. Donc, et quand on pose les questions, parfois on est pas toujours, hein, malheureusement, mais parfois on est surpris. Et voilà, il y a des gens qui acceptent de se creuser un peu la tête, de trouver des contournements étranges. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais souvent, oui, par exemple, il y a certaines dispositions. Les premières fois, on nous a dit mais c'est impossible. Mais la question était même pas posée, qu'on nous disait déjà c'est impossible. Faut se dire non, tout est possible. Et voilà, on va trouver les personnes qui. Alors parfois ça marche pas, hein, il y a des projets qui marchent pas. Mais il faut quand même reconnaître que la principale réticence est culturelle. Vous voyez, par exemple, de se dire qu'on fait un logement avec un seul robinet, c'est un blocage culturel. Nous, sur d'autres sujets, on a bossé, par exemple, pour diminuer les quantités de cuivre dans les constructions. Les blocages sont culturels. Parce que nous, on est des, nous compris sans doute, hein, on est des gens d'habitude. Et quand on bouscule ça, et il faut bousculer ça, eh ben voilà, c'est la principale difficulté. Alors, je vois qu'il y a une autre main levée de Pierre Ether, justement. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. On a mis dans le guide, dans le chat un lien vers le guide de l'assainissement écologique qu'on a réalisé donc, et qui correspond à l'expérimentation sur le PENJAT. Et pour aller dans le sens de un peu ce qui a été dit avant, je pense qu'effectivement, il est important que l'eau puisse être associée à tous les usages et qu'elle ne soit pas cantonnée. Et là, sur l'assainissement, notamment par filtre à broyat de bois, c'est-à-dire qu'une fois on a réduit au maximum la pollution de l'eau en amont et que l'eau qu'on a traitée est finalement très peu polluée par les usages. L'objectif des systèmes par filtre à broyat de bois, c'est un système où l'eau va arriver en surface et va couler en surface dans du broyat de bois. Et au sein de cette parcelle, il va y avoir des plantations d'arbres dont les racines vont pouvoir aller s'installer dans le broyat de bois, comme ça a très bien été présenté préalablement, pour s'en nourrir. Et à la différence de tous les systèmes d'assainissement qui vont être soit des systèmes où on va concentrer la pollution en un seul lieu pour la rejeter dans le milieu aquatique, ou soit ça va être des espaces dédiés où on va pouvoir faire. C'est des espaces qui vont être valorisés, puisqu'on va pouvoir justement, puisqu'il y a des arbres qui sont plantés, on peut planter des arbres qui vont être des arbres fruitiers, donc on va pouvoir se nourrir des fruits. Voilà. Donc c'est vraiment inverser complètement notre regard par rapport à l'usage de l'eau qui a été présenté dans cette conférence, et je trouve que c'est vraiment super. J'en remercie vraiment la présentation. Et nous, c'est dans ce sens-là qu'on s'inscrit aussi. Voilà. Comment on peut valoriser au maximum l'eau
son utilisation à travers tous les usages et à travers des solutions très simples. Voilà. Et pour la partie réglementaire, il y a un travail intéressant aujourd'hui qu'on est en train de mener au sein d'un réseau national qui s'appelle le réseau de l'assainissement écologique, avec le ministère de la Santé et le ministère de l'Écologie, et qui reçoit vraiment un avis favorable et intéressé de ces réflexions sur cette thématique de l'eau. Voilà. Merci beaucoup pour votre remarque. Je vois qu'il y a d'autres du coup, remerciements et remarques aussi dans le chat, pas forcément des questions, mais en tout cas des retours positifs sur les présentations. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, ça me permet de clôturer ce webinaire en espérant qu'il ait pu vous donner des idées et de l'inspiration pour vos projets de bâtiment. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous souhaitez voir les replays des webinaires des vendredis du bâtiment durable, ils sont sur le site du plan bâtiment durable Occitanie et d'Envirobat Occitanie également. Et pour finir, je voulais vous communiquer le prochain webinaire sur le sujet de la santé dans le bâtiment qui aura lieu le 14 avril. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site du plan bâtiment durable Occitanie et le site d'Envirobat. Donc voilà, merci à tous, merci pour votre participation, un grand merci aux intervenants. Merci. Et à bientôt, bel après-midi à vous tous. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir, merci.